commencer aujourd'hui par l'appareil de la vision. Donc, l'appareil de la vision, donc c'est tout un dispositif. Hein. L'appareil de la vision, donc la vision, c'est 90% de notre sensorialité. D'accord? Donc, c'est un ensemble neurosensoriel spécialisé. Hein. D'accord? Donc, parfois, en anatomie, on parle de l'œil, il n'y a pas que l'œil. Pour l'appareil de la vision, il y a un contenu et un contenant. Hein. Donc, il y a un contenu, un contenant. Il y a carrément un squelette osseux. Donc, je suis en train d'expliquer ici sur ce schéma. Un squelette osseux. Donc ce squelette osseux, donc on voit carrément une cavité crânio-faciale qui est la cavité orbitaire, contenant et un contenu. Donc, un contenu, donc il y a l'appareil de la vision, il y a le globe oculaire, il y a l'appareil lacrymal, il y a l'appareil de mouvoir qu'on va les voir après. D'accord? Donc, il y a tout un dispositif. Donc, tout un dispositif pour. Donc, vous voyez, est-ce que vous voyez le slide? Oui, monsieur, oui. Très bien. Donc, pour l'appareil de la vision, donc, on voyait, donc, j'ai dit l'appareil de la vision, c'est un ensemble, d'accord? Neurosensoriel spécialisé. Spécialisé, donc, il va transformer les influx lumineux en images. Donc, il va transformer les influx lumineux. Donc, c'est une transformation hein, sensorielle. Donc, le globe oculaire et l'œil, elle va s'occuper pour prendre en charge l'influx lumineux. Et l'influx lumineux sera donc transformé par l'œil à des médiateurs chimiques vers donc, les centres visuels donc, pour réaliser l'image. D'accord? Donc, un système optique, il va prendre en charge toute cette fonctionnalité, c'est le globe oculaire. Hein? Le globe oculaire ici, on le voit. Donc, globe oculaire mobile dans la cavité crânio-faciale qui est la cavité orbitaire, qu'on va la voir ici. Regardez la cavité orbitaire. D'accord? Donc, le globe oculaire, il est situé à ce niveau. Donc, il recueille l'information visuelle. D'accord? C'est l'influx lumineux. Il y a carrément une couche photorécepteur qui est la rétine. Elle est d'origine nerveuse, qu'on va la voir en détail après. Puis cette rétine, elle va transformer donc l'influx lumineux en médiateur chimique, puis il y aura une transmission au cerveau, donc au niveau du cortex occipital, hein, via ce qu'on appelle par l'intermédiaire donc des nerfs optiques. Puis il y a des voies optiques préchiasmatiques et rétrochiasmatiques, on va les voir après. D'accord? Mais avant d'expliquer l'appareil donc de la vision, bien visuelle, donc on doit parler un petit peu du contenant. Donc un contenant et un contenu. Donc on va commencer par la cavité orbitaire. Hein? Donc la cavité orbitaire qu'on voit ici sur un schéma, une vue ventrale de la tête osseuse. Donc vous savez que la tête osseuse, elle est subdivisée en deux parties. Hein? Il y a le crâne et il y a le massif facial. Donc les cavités orbitaires, ce sont deux cavités, regardez, de forme donc pyramidale, une pyramide quadriangulaire, regardez, creusée dans le massif crânio-facial. Hein? Donc c'est un carrefour hein, des os, de crâne et de la face. D'accord? Donc cette cavité, elle a un sommet. Regardez, le sommet, il est en arrière-plan. Donc le sommet de la cavité, il est postérieur en arrière-plan. Il communique avec quoi? Le sommet. Il communique avec la base du crâne. Avec la base du crâne à l'intérieur de la boîte crânienne, il y a une base, ce qu'on appelle l'endobase. Donc il communique avec donc, la base du crâne par ces trous. On les voit ici, on va les voir après en détail. Il y a des méas. Regardez, des méas et des fissures carrément qui vont livrer passage à des vaisseaux et à des nerfs qu'on va les voir ultérieurement. D'accord? Donc ça, c'est pour le sommet qui est postérieur. La base de la pyramide, la voilà, c'est une circonférence, regardez. La base, c'est une circonférence.
C'est un rebord osseux, hein? Un rebord osseux formé par l'os frontal en haut, l'os malaire ou bien zygomatique, le maxillaire, l'os propre du nez, l'inguis. Donc, tout, ils vont former ce rebord osseux qui va délimiter, d'accord, la base de cette cavité orbitaire. Eh bien, la cavité orbitaire, elle comporte 4 parois. Hein? Donc, on a dit un sommet, il est postérieur, une base ouverte, regardez, elle est ouverte, et 4 bords, les parois de la cavité. Il y a la paroi supérieure, regardez, c'est le toit de la cavité orbitaire. Paroi inférieure, regardez, c'est le plancher de la cavité orbitaire. Une paroi médiale et une paroi latérale. Donc, 4 parois. Hein? Et chaque paroi elle est formée par plusieurs pièces osseuses. Donc, il y a 7 pièces osseuses, 7 pièces osseuses qui rentrent dans la constitution de la cavité orbitaire. 7 pièces osseuses. Hein? Il y a l'os frontal, il y a le sphénoïde, l'ethmoïde, l'os malaire ou bien zygomatique, le maxillaire, l'os propre du nez et l'inguis. D'accord, l'inguis ou bien l'os lacrymal. Donc, toutes ces os de la face et du crâne, parce que le sphénoïde et l'ethmoïde et le frontal, c'est des os du crâne, alors que le malaire, l'os maxillaire et l'os lacrymal, c'est des os de la face. Ils vont réaliser la cavité orbitaire. C'est une cavité très importante. Hein. Pourquoi? Parce que cette cavité, elle doit abriter l'appareil de la vision. Vous savez, cette cavité, elle a une circonférence bien calculée. D'accord? Et bien adaptée au globe oculaire. Vous savez qu'une petite fracture à ce niveau, elle peut provoquer ce qu'on appelle la diplopie. La diplopie, c'est-à-dire que le gars, il va voir en double. Et une réduction à ce niveau, elle va corriger. D'accord? Donc, ça veut dire que cette circonférence, elle est très importante. Donc, toujours la cavité orbitaire, on a agrandi ici la cavité orbitaire. On voit très très bien ici la cavité orbitaire et le globe oculaire à l'intérieur. Hein? Donc, il y a plusieurs méas. On a ici un trou qui est très important. C'est le trou optique. Regardez, à ce niveau, le trou optique. Et ce trou optique, il livre passage au nerf optique. Et le nerf optique, c'est le nerf numéro 2. C'est le nerf numéro 2. Hein? Le nerf optique, c'est le nerf numéro 2. Parce que le nerf numéro 1, le nerf crânien, c'est le nerf olfactif. Et le nerf numéro 2, c'est le nerf optique. Puis il y a la fente sphénoïdale, la voilà. En nomenclature internationale, c'est la fissure orbitaire supérieure, comme une virgule, regardez. Elle livre passage au nerf crânien, le V1. Le V1, c'est la première branche du nerf trigimal, ce qu'on appelle la branche ophtalmique de Willis. Le 3, le 4 et le 6. Ces 3 nerfs, c'est des nerfs moteurs. Hein? 3, 4, 6, les voilà. C'est des nerfs moteurs, on les appelle les oculomoteurs. Donc, il y a le moteur oculaire latéral, le moteur oculaire commun et le pathétique, ou bien le trochléaire. Ils vont passer par là. Hein? Ils sont destinés pour les muscles de l'œil. Les voilà, les muscles de l'œil. On les voit ici. Un, par là, par là. Donc, ça, c'est les muscles de mouvoir. Ils vont mobiliser l'œil. Il y a aussi la fente en bas. La fente, regardez, la fente ou bien la fissure orbitaire inférieure. On la voit ici. D'accord? Donc, elle est destinée pour... Donc, elle communique la cavité orbitaire avec la fosse infraorbitaire. Hein? D'accord? Puis, il y a ici un méa, un trou par là, qu'on appelle le canal lacrymal. Et ce canal lacrymal,
il va livrer passage au canal lacrymal et le canal lacrymonasal qui descend, il est creusé. À ce niveau, il va descendre jusqu'à les fosses nasales. C'est pour cela, lorsqu'il y a un excès de larmes, donc ils vont sortir des fosses nasales. Hein? D'accord? Puis il y a un autre méa à ce niveau, un autre trou ici. On l'appelle le trou infraorbitaire. Hein? Regardez la cavité orbitaire. Et ce trou, c'est le infraorbitaire. Et ce trou, il va livrer passage aux branches terminales du nerf maxillaire. Et le nerf maxillaire, c'est le V2. C'est la deuxième branche du nerf trigymo. Pourquoi? Parce que le nerf trigymo, il va donner 3 branches. La première branche, c'est V1, c'est la branche ophtalmique de Willis. La deuxième branche, c'est le nerf maxillaire, il va se terminer à ce niveau, avec le rameau infraorbitaire. Il va donner 3 nerfs, le nerf palpébral, le nerf basal et le nerf labial supérieur. Labial, c'est-à-dire destiné pour la lèvre. Le nerf nasal, c'est pour le nez, l'aile de nez. Le nerf palpébral, c'est pour la paupière inférieure. Et ces 3 nerfs, ils vont assurer la sensibilité de cette région. D'accord? Donc, le trou infraorbitaire livre passage au rameau infraorbitaire. Et le rameau infraorbitaire, ce sont des nerfs terminales de quoi? De la branche maxillaire du trigymo. Donc, on va répéter ça parce que c'est très important à regarder. Numéro 1, ça c'est le numéro 1, c'est le trou optique. Livre passage au nerf optique. Numéro 2, c'est la fissure orbitaire supérieure. Elle livre passage au V1, 3, 4 et 6, les oculomoteurs. 3 ici, hein, regardez, numéro 3, c'est la fissure orbitaire inférieure. Numéro 4, c'est le canal lacrymal. Et le numéro 5, à ce niveau, c'est le trou infraorbitaire. D'accord? Ça, pour vous donner donc les rapports anatomiques de la cavité orbitaire, c'est très, très important. Hein? Donc, on va commencer par le globe oculaire. Donc, j'ai résumé tout ça avec une anatomie objectivée. Donc, vous voyez le globe oculaire. Donc, le globe oculaire, ou bien ce qu'on appelle en jargon, donc, situé à la partie antérieure de l'orbite. Hein? Le globe oculaire, il est situé à la partie antérieure de l'orbite, séparé du plan osseux par les éléments fibreux et adipeux, hein? Et les muscles de l'œil. D'accord? Donc, c'est un organe, regardez le globe oculaire, c'est un organe sphéroïde, c'est comme une sphère. Une coque, c'est le contenant, entourant des milieux transparents, c'est le contenu. Hein? Les milieux transparents, ils sont là. Donc, le contenu, c'est les milieux transparents. On a 3 milieux transparents, 3. Le cristallin, l'hymère aqueuse et le vitré. Et le contenant, une coque, le contenant, c'est les enveloppes qu'on va les voir. Les enveloppes, 3 enveloppes. De l'extérieur à l'intérieur, la sclère, la choroïde et la rétine. On va les voir en détail. Hein. Chez l'adulte, le diamètre de l'œil est de 24 mm, hein, 2 cm et demi. Le poids de l'œil, il est de 7 grammes. Et le volume, c'est 6,5 cm3. D'accord? Donc ça, c'est des détails. Ils sont très, très importants. Hein. Voilà les tuniques. Les tuniques de l'œil. Donc, 3 tuniques. En bleu, c'est la tunique fibreuse externe. La tunique fibreuse en bleu externe. Et la tunique fibreuse, elle comporte la sclère. Regardez ici la sclère. Puis la cornée. Ça, c'est la cornée. Hein? La cornée, elle est là. Ça, c'est une tunique fibreuse. Elle est formée de la fibrine. En marron, c'est la tunique vasculaire. Hein? Regardez. La tunique vasculaire. C'est l'UV. La tunique vasculaire, c'est l'UV. Il y a la choroïde, elle est là.
Puis il y a les corps ciliaires, on va les voir, et les procès ciliaires et l'iris à ce niveau. Et en interne, ici en jaune, la membrane neurosensorielle. La membrane neurosensorielle, elle est interne, c'est la rétine. Donc, ce que vous devez retenir, étant donné que vous êtes en graduation, il y a 3 tuniques. Hein. Tunique externe, c'est la tunique fibreuse. C'est la sclère plus la cornée. Sclère plus la cornée. Tunique vasculaire, tout ça, tout ce qui est en rouge. Tout ce qui est en rouge, c'est l'UV. C'est la choroïde plus les éléments ciliaires, procès et tout ça. D'accord? Les éléments ciliaires. Et troisième couche interne, elle est jaune. Ici, regardez, c'est la membrane neurosensorielle, c'est la rétine. Hein? Donc, on va commencer par la membrane fibreuse en gris, regardez. C'est la sclérotique. La sclère. La sclère, regardez, ici, elle va se prohiber. Elle va prohiber ici. Elle va sortir un petit peu, donnant la cornée. C'est la même constitution, hein? Elle est fibreuse. Donc, la sclère, c'est une membrane blanche, opaque, très résistante. Hein? Elle est très résistante. Donc, ce qu'on voit, le blanc de l'œil. Le blanc de l'œil, c'est la sclérotique. Hein? De structure tendineuse. Sa structure, elle est tendineuse. Elle est formée par des tendons. L'épaisseur, elle est 1 à 2 mm. Mais en arrière, ici, elle est traversée. Regardez. Elle est traversée par le nerf optique. Et elle est recouverte, regardez, recouverte superficiellement par ce qu'on appelle la conjonctive. Ça veut dire que c'est une membrane fine, la conjonctive. Elle va recouvrir tout ça, toute la sclérotique, hein? La conjonctive. Regardez, elle va recouvrir tout ça. D'accord? Elle va recouvrir tout ça, la conjonctive. Et parfois, elle s'inflamme. Elle va donner ce qu'on appelle la conjonctivite. Et vous savez, cette conjonctive, elle va couvrir la sclérotique et en avant, elle va aller même vers les paupières. Hein? Elle va même tapisser la face interne des paupières, la paupière supérieure et inférieure. Hein? Donc la sclérotique, elle forme ce qu'on appelle le blanc d'œil. Elle représente les 4/5 postérieurs de la coque fibreuse externe. Et elle se prolonge, regardez, en avant pour donner ce qu'on appelle la cornée. Tout ce qui est en gris, c'est la membrane fibreuse sclérotique. Ce que vous devez retenir, que c'est le blanc d'œil, que c'est une nappe tendineuse qui va couvrir tout l'œil. Et en avant, elle se convertit en cornée. Et elle est recouverte par la conjonctive. D'accord? Ça, c'est la membrane fibreuse. Hein? Donc, regardez ici, on la voit ici, hein, tout ce qui est blanc. Et elle va donner la cornée en avant, ici, la cornée. Donc, elle n'est pas blanc ici. Pourquoi? Pour laisser passer les influx lumineux, hein, les rayons lumineux. Et parfois, il y a des pathologies où elle va prendre en charge tout ça et elle devient, donc, c'est malformatif. Il y a aussi le limbe sclérocornéen. Alors, le limbe sclérocornéen, c'est-à-dire entre la cornée et la sclère. Regardez la sclère et regardez la cornée. Donc, entre les deux, il y a ce qu'on appelle le limbe sclérocornéen. Et vous savez, le limbe sclérocornéen, c'est une zone de transition. Entre quoi? Entre la sclère et la cornée. C'est-à-dire, elle est là. Regardez, la sclère, elle est là. Et la cornée, elle est là. Cette partie, c'est une zone de transition entre la sclère et la cornée. Donc, elle a un intérêt anatomique et chirurgical, hein? Surtout en clinique.
en ophtalmologie. Donc, ce que vous devez retenir, étant donné que vous êtes des étudiants en graduation, que la couche externe, l'enveloppe externe de l'œil, elle est tenduneuse, blanchâtre, elle comporte deux parties. Les 4/5 postérieurs, regardez, 4/5. Et ça, c'est le 1/5. Regardez, 1/5. Les 4/5, c'est la sclère, perforée en arrière par le nerf optique. Le 1/5 de la sphère, c'est la cornée. Elle n'est pas blanche. Pourquoi elle n'est pas blanche? Pour laisser passer les rayons lumineux. Ils doivent aller ici pour être transformés en médiateurs chimiques pour réalisation de l'image. Et il y a une zone ici très importante entre la cornée et la sclère. On l'appelle la zone sclérocornéen ou bien le limbe. Le limbe sclérocornéen. Il est là, hein, le limbe, regardez. Sclérocornéen. Donc, ça, c'est une vue antérieure. Tout ça, c'est le limbe. Sclérocornéen, entre le blanc et le transparent. D'accord? Regardez, on a agrandi un petit peu pour mieux montrer. Regardez la cornée et regardez la sclère. La sclérotique, regardez la membrane conjonctive. Elle va couvrir toute la face externe de l'œil, la sclérotique. Sclère. Et ici, on a donc la cornée. Et on voit ici la zone de transition, le limbe sclérocornéen. D'accord? Donc, on va voir la cornée ici. Regardez, la cornée, elle est en rouge. Alors, on a schématisé en rouge. Et regardez une coupe histologique de la cornée. La cornée, regardez, il y a l'épithélium cornéen, il y a la membrane de Bowman, il y a la stroma et la membrane de Desnery. Donc, c'est des couches qui sont très, très importantes. Donc, on va expliquer tout ça. Donc, la cornée, c'est 1/5 de la coque oculaire, hein, antérieure, ici. Elle a un diamètre de 11 mm. Donc, ça veut dire 1 cm,1. 500 à 800 microns d'épaisseur, même pas 1 mm. Le rayon de courbure, 6 à 8 mm. Postérieur et 7 à 8 antérieur. L'indice de réfraction, il est de 1,3. Et l'hydratation, elle est très hydratée. Ça veut dire qu'elle comporte beaucoup d'eau. 85%. L'hydratation, elle est à 85%. Il n'y a pas de vaisseau. Il n'y a pas de vaisseau au niveau de la cornée. Hein? Il n'y a pas de vaisseau. La cornée, elle est composée de 3 couches de cellules et 2 membranes. Ça veut dire qu'il y a une membrane externe, une membrane interne et à l'intérieur, 3 couches. L'épithélium en externe et l'endothélium en interne. Et 3 couches cellulaires, hein, 3. À l'intérieur, 3 couches cellulaires. La membrane de Bowman, stroma et la membrane de Descemet. La membrane de Bowman, stroma et la membrane de Descemet. Hein. Donc, 3 couches cellulaires et 2 membranes. Une membrane extérieure et une membrane intérieure. Hein. Donc, ça, c'est pour la cornée. Hein. Donc, la choroïde. Deuxième, c'est l'UV ou bien la choroïde. Hein. Regardez la sclère, elle est là en externe, en gris. Et la choroïde, regardez, elle est au milieu. C'est celle-là. Parce qu'en jaune, ça, c'est la rétine. C'est la membrane neurosensorielle. Eh bien, la choroïde, c'est une membrane vasculaire. Elle est richement vascularisée. C'est la tunique vasculaire. Hein. Regardez, c'est la tunique vasculaire. C'est elle qui va s'occuper de la vascularisation de tous les éléments
constitutive de l'œil. La choroïde, elle est richement vascularisée par les artères de l'œil. C'est elle qui va nourrir l'iris et la rétine. Elle est responsable de la nourriture, de l'apport nutritionnel de la rétine et de l'iris. On va voir l'iris. Hein. Elle joue un rôle primordial dans l'activité immunologique de l'œil. C'est la chambre noire. D'accord? C'est la chambre noire, donc ça veut dire qu'elle ne laisse pas passer les rayons. Protection thermique. Donc, elle est là pour protéger l'œil de la chaleur. Donc là, voilà la choroïde. Hein? Regardez. Regardez la rétine. Donc ça, c'est l'intérieur, ça, l'extérieur. Regardez, elle est pleine de vaisseaux. Regardez. Et regardez la rétine avec la couche neurosensorielle et une couche photoréceptrice. Donc, c'est un véritable usine hein, de transformation de quoi? De l'influx lumineux en influx chimique, en médiateur chimique, qui seront transmis par le nerf optique vers les voies préchiasmatiques et réprechiasmatiques pour l'interprétation de l'image. Donc, regardez, la choroïde, elle est là pourquoi? Pour assurer la nutrition et l'oxygénation de la rétine. Donc, c'est l'élément clé, l'élément vasculaire. Hein? Les corps ciliaires, donc les corps ciliaires, regardez les corps ciliaires. Donc, ça, c'est, à ce niveau, c'est la choroïde. Et on voit ici les corps ciliaires, regardez. Donc, les corps ciliaires, c'est la production de l'humeur aqueuse par les procès ciliaires. D'accord? Il y a aussi les muscles ciliaires à ce niveau. Donc, il a un rôle moteur hein, pour l'accommodation. L'accommodation, elle est assurée par quoi? Par le cristallin. Et c'est les muscles ciliaires qui vont mettre la mise au point de la réception de l'influx lumineux pour la vision. Donc, c'est une zone d'insertion ligamentaire pour la suspension du cristallin. Donc, les corps ciliaires. Eh bien, l'iris. Regardez l'iris. C'est un diaphragme. Alors, le voilà, l'iris. C'est un diaphragme qui va délimiter la pupille. Il circonscrit la pupille. Et l'iris, c'est lui qui donne la couleur de l'œil. C'est un diaphragme de muscles, donc sous l'effet du système neurovégétatif, hein, par une branche du nerf 3 qui commande l'iris, la dilatation et la rétraction. Adaptation de la luminosité, l'ambiante. Si la lumière elle est forte, c'est le myosis, c'est-à-dire il va se rétracter. Si la lumière elle est faible, c'est la mydriase, il va se dilater. D'accord? Regardez l'iris, c'est une coupe frontale ici, hein, l'iris elle est là. Et regardez les corps ciliaires, hein, on les voit là avec les muscles ciliaires. Donc c'est eux qui vont. La pupille elle est là, regardez, la pupille elle est là. Donc soit dilatée, soit rétractée. D'accord? Dilatation. Donc si la lumière elle est faible, il va se dilater. C'est la mydriase. La mydriase, lorsque la pupille elle est ouverte. Et si la lumière elle est forte, c'est-à-dire elle va se rétracter, c'est le myosis. D'accord? Troisième couche, c'est la rétine. Hein? Regardez. C'est la couche, hein? La sclère.
la choroïde, et en marron, la rétine. C'est une membrane nerveuse, hein? C'est la partie la plus interne des couches de l'œil. Elle est interne. Et vous savez, embryologiquement, c'est une expansion embryologique du cerveau. L'origine de la rétine, il a une origine diencéphalique. D'accord? Donc, il y a deux feuilles. Hein? Il y a le feuille externe, c'est l'épithélium pigmentaire qui s'adhère à la choroïde. يلتصق مع la choroïde. Regarde, l'épithélium pigmenté. On appelle ça l'épithélium pigmenté rétinien. Il est adhérent. Adhérent, c'est-à-dire adhérent à la choroïde. Et cet épithélium adhérent à la choroïde, c'est lui qui va transporter l'oxygène et la nutrition. Et le feuillet interne, regardez, c'est la rétine neurosensorielle en marron. C'est le feuillet interne. Donc, il est photorécepteur. Hein? Donc, il y a les cellules bipolaires et les cellules ganglionnaires. Donc, il y a deux parties. Dans la rétine, il y a deux parties. Il y a la partie interne qui est photoréceptrice. Elle est composée de cellules bipolaires et de cellules ganglionnaires, on va les voir. Et il y a une partie externe, ou bien le feuillet externe, c'est l'épithélium pigmenté rétinien. Il est adhéré à la choroïde. D'accord? Regardez ici. Regardez les cellules photoréceptrices avec les cellules bipolaires et les cellules ganglionnaires. Donc, c'est à ce niveau où il va y avoir le traitement, la transformation plutôt de l'influx lumineux en médiateur chimique. D'accord? Donc, ça, c'est un tissu nerveux. Hein? C'est un tissu nerveux avec des cellules photoréceptrices qui vont transformer l'influx lumineux en médiateur chimique, puis l'envoyer par l'intermédiaire du nerf optique vers les centres optiques. D'accord? Donc, toujours la rétine, elle est là. Et on voit très, très bien la macula. Il y a la papille. Hein? La papille, là où il y a l'artère rétinienne. L'artère centrale de la rétine. Avec les veines. Donc, ça, c'est un schéma d'un fond d'œil normal. Le fond d'œil, il est réalisé pour voir l'état vasculaire de la rétine. Et c'est un examen élémentaire hein, en ophtalmologie pour voir l'état de la vascularisation de la rétine, comment ils sont ces vaisseaux. Est-ce qu'ils sont perméables ou bien ils sont bouchés? Généralement, on demande ces examens chez les diabétiques pour voir l'état vasculaire de la rétine. Ben, la pupille ici, on voit la pupille, regardez. Donc, la pupille, donc, elle est presque transparente hein, pour permettre le passage des rayons lumineux. Regardez ici la pupille à ce niveau. La pupille, c'est quoi? C'est une cornée transparente, d'accord? L'iris, regardez, coloré. La pupille, elle a là, l'iris, la sclère, d'accord? La sclérotique. Les milieux transparents, il y a trois. Il y a l'humeur aqueuse à ce niveau. C'est un liquide. Il y a le cristallin. Il y a le corps vitré au marron, qui représente presque 80% de l'œil. D'accord? Donc, le cristallin, regardez. Donc, c'est une lentille biconvexe. Focalisation des rayons sur la rétine. C'est lui qui va focaliser
tous les rayons sur cette couche jaunâtre, qui est la rétine. Donc, c'est lui qui va focaliser les rayons. Il a le réflexe d'accommodation, mise au point sur les des muscles, on va les voir par modification de ses courbures. Regarde, il modifie les courbures, c'est-à-dire il est mobile. Et parfois, ce cristallin, il devient opaque. C'est-à-dire opaque, c'est-à-dire que les rayons lumineux, ils vont pas, il ne sera pas un milieu transparent. Et cette opacification, elle est pathologique. On l'appelle la cataracte. Et généralement, la cataracte, ils vont enlever carrément le cristallin parce qu'il est opaque. Il empêche le passage des rayons lumineux. Donc, il faut l'enlever et le remplacer avec soit un implant, soit il faut le laisser, donc il faut l'enlever carrément. D'accord? Donc, voilà le cristallin. Regardez l'accommodation. Donc, ça veut dire qu'il va donc changer de diamètre. Donc, pour mise en point des rayons lumineux. Regardez le noyau du cristallin. Regardez la zone de zinc à partir du corps ciliaire. Donc, il y a des muscles qui commandent. Donc, ça, c'est au repos. Et ça, c'est l'accommodation lors du travail. Toujours le cristallin. D'accord? La cornée, la pupille, l'iris, il est là. Et le cristallin, il est là. D'accord? Avec son noyau. Le corps vitré en verre. C'est un gel viscoélastique. C'est un gel viscoélastique, transparent. Il est formé d'acide hyaluronique, c'est-à-dire il est polymérisé dans une trame de collagène. Donc, il va créer une tension à l'intérieur de l'œil. Si on touche l'œil, l'œil, elle est ferme. Grâce quoi? Grâce à ce corps vitré. Parce que pourquoi? Il va créer une tension sur la membrane interne qui est la rétine pour l'appliquer. Vous savez que les modifications dans la tension de ce corps vitré, il va favoriser ce qu'on appelle le décollement rétinien. Et le décollement rétinien, il est pathologique. Donc, le corps vitré représente 2/3 du volume de l'œil. Il est situé entre le cristallin en avant et la rétine en arrière. Il est là, il joue un rôle primordial dans l'absorption des rayons ultraviolets. Donc, son rôle principal. D'accord? Et comme il est situé, c'est un rapport intime entre la rétine et le cristallin, il est impliqué dans de nombreuses pathologies rétiniennes, surtout les décollements rétiniens. D'accord? Donc le voilà, regardez. Regardez le décollement rétinien. Donc le corps vitré, regardez. Donc il a lâché la fermeté de l'œil, regardez les flèches, et la rétine, elle va décoller. Et c'est catastrophique. Si on n'agit pas en urgence pour rétablir donc, la rétine dans sa région, donc on aura des problèmes donc pathologiques et ophtalmologiques, très sérieuses. Donc c'est le pronostic fonctionnel de l'œil qui met en jeu ici. Donc ça c'est corps vitré normal et regardez donc le corps vitré, ce qui va relâcher sa fermeté, c'est des corps, regardez, flottants, donc il y aura un décollement à ce niveau. Maintenant, on passe au deuxième appareil, qui est l'appareil de mouvoir.
ou bien les muscles de l'œil. D'accord? Les muscles de l'œil sont au nombre de 6. Il y a 4 muscles droits. Regardez, 1, 2, 3, 4. Ils sont situés en haut, en bas, à droite et à gauche, de l'autre côté. 4 muscles. On les appelle les muscles droits, supérieurs, médial, latéral et inférieur. Il y a 2 obliques. Il y a le grand oblique, regardez. Le grand oblique, ça c'est le muscle grand oblique, et le petit oblique. D'accord? Ou bien l'oblique supérieur et l'oblique inférieur. Le voilà, l'oblique inférieur. D'accord? Ces muscles, ils jouent un rôle important dans les mouvements de l'œil. Les muscles droits supérieurs, ils portent l'œil en haut. Les muscles droits inférieurs, ils portent l'œil en bas. Le muscle droit latéral, il porte l'œil à l'extérieur. Le muscle droit médial, il porte l'œil à l'intérieur. Et les 2 obliques, ils tournent l'œil. Et vous savez, les mouvements de l'œil sont binucléaires, c'est-à-dire, ils sont binucléaires, c'est-à-dire les 2 globes oculaires travaillent en même temps. On ne peut pas bouger un seul œil. Si on bouge l'œil gauche, automatiquement, on bouge le deuxième œil avec lui. C'est-à-dire, les 2 travaillent en même temps. Ce qu'on appelle synchronisation, mouvement conjugué des yeux. Et ces muscles sont commandés par les nerfs moteurs oculaires 3, 4 et le 6. Le moteur oculaire latéral pour le droit latéral et le commun, c'est pour les autres. Et le pathétique, c'est pour l'oblique. D'accord? Donc, donc, on voit ici, regardez les muscles. Droit supérieur, droit inférieur, droit latéral, droit médial. Le grand oblique, regardez, ou bien l'oblique supérieur et l'oblique inférieur. Hein? Regardez, ils vont prendre en charge l'œil. Il y a le 3e appareil, donc on a vu la cavité orbitaire, on a vu le globe oculaire avec l'œil. Donc ce que vous devez retenir, c'est que l'appareil de la vision comporte plusieurs appareils. Hein? Il y a l'œil, qui est le globe oculaire, il y a le contenant et le contenu. Il y a aussi la cavité orbitaire qu'on doit l'étudier, elle est importante. Il y a les muscles de mouvoir, les muscles de l'œil. Et il y a un autre dispositif qui est l'appareil lacrymal, qui est très important. Et vous savez, hein, regardez, l'appareil lacrymal, il est composé de la glande lacrymale, la voilà. La glande lacrymale. Il y a la glande lacrymale principale, il y a la glande lacrymale accessoire. D'accord? Donc, sécrétion, donc, aqueuse. C'est elle qui va donc sécréter les larmes. Il y a aussi, regardez, les canicules lacrymales supérieures et inférieures. Il y a les points lacrymaux. Il y a le sac lacrymal. Il y a aussi le canal lacrymonasal. Il est creusé dans l'ostiologie faciale de l'os maxillaire. Donc, il communique les fosses nasales. Regardez, les larmes sont sécrétées à l'extérieur. Ils passent, regardez, dans les points lacrymaux pour gagner les canicules lacrymales supérieures et inférieures. Puis ils vont être déversés dans le sac lacrymal. Et parfois, il y a un excès de la sécrétion lacrymale, donc ils vont descendre vers le canal lacrymonasal pour gagner les fosses nasales. D'accord? Et vous savez, cette sécrétion lacrymale, elle est très importante. Pourquoi?
Parce qu'elle va réaliser ce qu'on appelle le film lacrymal. Regardez en bleu. Tout ça en bleu, cette grande goutte ici en bleu, c'est le film lacrymal. Et le film lacrymal, il est très important. Il protège l'œil, premièrement. Il réalise une barrière donc pour l'œil. Il protège l'œil, ce film lacrymal. Donc, c'est lui qui donne la transparence cornéenne. Et aussi, il joue un rôle primordial dans la qualité de la vision. D'accord? Donc, les larmes, ils sont sécrétées. Ça veut dire que l'être humain, il est en train de pleurer tout le temps, hein? Mais la sécrétion, elle est minime. C'est lorsqu'on pleure que la sécrétion, elle va augmenter. Il y aura un excès, donc des larmes qui vont descendre. Mais généralement, la sécrétion, elle est continue à vie. De la 7e semaine de la vie embryonnaire, lors de la réalisation du bourgeon de l'œil, jusqu'à la midrias bilatérale, c'est-à-dire la mort. Parce que la mort, elle est confirmée par la midrias bilatérale. À ce moment, il n'y aura plus de film lacrymal. Donc, le film lacrymal, il est réalisé par la sécrétion lacrymale continue. Elle va réaliser une membrane physiologique très importante qui protège l'œil des allergies et en même temps, elle donne une transparence cornéenne. Et on voit très très bien ici, donc le film bleu, regardez, c'est le film lacrymal, c'est carrément une membrane qui protège l'œil. Donc vous voyez l'intérêt de la question. L'appareil lacrymal est très important. Hein? Ce que vous devez retenir, c'est que l'appareil lacrymal elle est composé de la glande lacrymale principale, elle est située en extérieur, ici dans la cavité orbitaire, à l'intérieur de la cavité orbitaire, la paroi supérieure. Il y a d'autres glandes accessoires. Il y a les canicules, les points lacrymaux, il y a les canicules lacrymaux, il y a le sac lacrymal, il y a le canal lacrymonasal qui est creusé dans le maxillaire supérieur. Regardez l'os maxillaire supérieur et on voit très très bien la cornée supérieure, la cornée moyenne. Donc ça veut dire l'ethmoïde ici, c'est l'ethmoïde. Ça c'est l'os frontal et on voit l'ethmoïde. Et ça c'est l'os maxillaire. Et le canal lacrymo-nasal, c'est entre l'os maxillaire supérieur et l'os ethmoïdal. C'est un canal creusé dans le massif facial. Il communique quoi? Il communique la cavité orbitaire avec la cavité nasale. Donc, ça veut dire que toutes les cavités sont communicantes. Hein? Et on voit très très bien ici, regardez, les glandes lacrymales. Il y a la partie orbitaire et la partie palpébrale. Hein? Et on voit la direction des larmes. Regardez, canicule supérieur, inférieur, sac lacrymal et le canal lacrymal et les fosses nasales. Hein? Et on voit ici, regardez, la caroncule, les points lacrymaux. Et on voit très très bien ici le canal, le sac lacrymal et le canal lacrymonasal, donc qui déverse les larmes au niveau des fosses nasales. Et la glande lacrymale, regardez, elle est dans la paroi supérieure de la cavité orbitaire. Hein? Il y a deux parties. Il y a une partie ici, une partie osseuse et une partie palpébrale. Hein? D'accord? Il y a une partie orbitaire, une partie palpébrale. Il y a une partie de la glande au niveau de l'orbite et une partie au niveau de la paupière. D'accord? Donc, on voit très très bien ici, regardez, la glande lacrymale, la partie orbitaire et la partie, palpébrale. D'accord? Donc, ici, c'est la conjonctive. On voit la conjonctive ici. C'est une membrane qui va regarder la conjonctive normale et la conjonctive inflammée, ce qu'on appelle la conjonctivite. Il y a les paupières aussi, c'est la protection. Regardez les paupières, face interne, face externe.
c'est la protection de l'œil, lubrification. Il y a un plan musculocutané, un plan fibreux et un plan muqueux. D'accord? Donc, on voit très, très bien ici les paupières. Et la systématisation de la vision. Donc, c'est les nerfs optiques. Hein, les voilà, les nerfs optiques. 1,2 million d'axones issus du cellules ganglionnaires de la rétine. Et ça, c'est la chiasme optique. D'accord? Il y a aussi 2 tracts géniculés latéraux qui vont une radiation optique vers le cortex visuel. Il est situé dans la région occipitale. On voit très très bien les 2 globes oculaires, les nerfs optiques, chiasme optique, canal optique, tractus optique et le cortex. D'accord? Ici, c'est une coupe, on voit très très bien l'influx lumineux. Il rentre au niveau de la rétine. La rétine va transformer l'influx lumineux en influx médiateur chimique, puis ils vont être transportés vers l'aire occipitale, réalisation de l'image, puis retour par les mêmes voies donc pour la réalisation. Donc le travail, il se fait de cette manière, la systématisation optique. Donc je vous remercie. Donc pour la deuxième partie, donc c'est l'oreille. On va faire une projection. Donc il faut me laisser l'illustration pour que je projette la deuxième partie de l'oreille. D'accord. De projeter. La deuxième partie. J'ai des problèmes de connexion. C'est pour cela que j'ai annoncé hier que j'ai réalisé beaucoup de conférences, mais je vous tiens en compte après que je règle le problème de la connexion pour la continuité par l'intermédiaire de Club ISAN. Hein, pour le reste des programmes qu'on va. Donc, vous voyez les slides de l'oreille, l'anatomie de l'oreille. Oui, monsieur. Donc, ça, c'est l'anatomie de l'oreille. Vous pouvez commencer. L'oreille. Attends, ça ne passe pas, donc je vais voir. D'accord. Ah, d'accord. Donc, pour l'oreille, regardez, l'anatomie de l'oreille, il y a 3 parties. Hein. Il y a l'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. Donc, l'oreille externe, c'est le pavillon de l'oreille. Et c'est le conduit auditif. Regardez le conduit auditif. L'oreille moyenne, c'est la caisse du tympan. Hein. La caisse du tympan avec la chaîne cochléaire. Et l'oreille interne, c'est le tractus vestibulo-cochléaire. Hein. La cochlée, le vestibule avec le nerf vestibulo-cochléaire. Donc, 3 parties. Hein. Donc, l'oreille externe, regardez, on a visualisé ici que l'oreille. Donc, il y a le pavillon de l'oreille. Et c'est le même dispositif, comme l'œil. Hein. Qu'est-ce qu'elle fait l'oreille? Le pavillon de l'oreille, donc, qui va capter les ondes sonores, seront transportées plutôt par l'oreille moyenne vers l'oreille interne. Et c'est l'oreille interne qui va transformer les ondes sonores en médiateurs chimiques. Ils vont aller par l'intermédiaire du nerf vestibulo-cochléaire vers les centres de traitement. Et à ce niveau, il va y avoir donc le traitement de lui. Donc l'oreille externe, il y a le pavillon de l'oreille. Il y a le conduit auditif externe. Hein. Le conduit auditif. Donc il y a une partie osseuse et une partie cartilagineuse. Hein. Une partie donc osseuse et une partie cartilagineuse. Pour le pavillon de l'oreille, donc c'est un cartilage. Cartilage, donc il y a plusieurs éléments à ce niveau qu'on va expliquer. Donc toujours, regardez, l'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. Donc pour le conduit, regardez le pavillon de l'oreille. Donc il y a l'hélix, il y a le lobule
il y a la conque, il y a le tragus, il y a le conduit auditif externe à ce niveau. Il y a l'antitragus. Donc, le pavillon de l'oreille, il joue un rôle primordial dans la réception des ondes sonores. Hein. Puis tout ça, il sera conduit par le conduit auditif. Le conduit auditif, il a deux parties. Une partie cartilagineuse et une partie osseuse à l'intérieur de l'os. C'est l'os temporal. Hein. L'os temporal. Donc, deux parties, conduit auditif. Une partie cartilagineuse et une partie osseuse. À la limite de la membrane tympanique. Donc, la membrane tympanique, elle fait partie de l'oreille moyenne. Parce que l'oreille moyenne, c'est quoi? C'est la membrane tympanique. Donc, l'oreille moyenne, il y a l'antre mastoïdien, c'est la mastoïde, la caisse du tympan et la trompe d'Eustache. La trompe d'Eustache. La trompe d'Eustache, elle va communiquer l'oreille moyenne avec le pharynx. L'oreille moyenne qui contient les osselets, hein? D'accord? Donc, on voit ici, regardez, l'oreille moyenne, les passages. Donc, ça, c'est la caisse du tympan. Il y a 3 pièces osseuses. Il y a le marteau, l'enclume et l'étrier. Ils sont reliés par des ligaments. Hein? C'est une chaîne ossellaire, hein, articulaire. Ça, c'est le tympan. Et ça, c'est l'antre mastoïdien. L'antre, il communique la mastoïde. La mastoïde, c'est une partie de l'os temporal. Hein? Donc, ça, c'est la fenêtre ovale. Et ça, c'est la fenêtre ronde. Et on voit ici la trompe d'Eustache. Qui communique quoi? Qui communique l'oreille moyenne avec le pharynx. Hein? Regardez la mastoïde. La mastoïde, c'est une partie osseuse. Elle est située derrière l'oreille. On peut la toucher derrière l'oreille. C'est une masse osseuse qui contient des cellules aériennes. Hein? C'est elle qui va prendre en charge l'oreille, hein, ici. D'accord? On voit très, très bien. Donc, la caisse du tympan, elle est là, l'oreille moyenne, et la trompe d'Eustache. La caisse du tympan, donc toujours regardez la caisse du tympan. À l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Une chaîne ossellaire entre la membrane, ici, du tympan, et la chaîne ossellaire. Donc, les osselets sont reliés entre la membrane et le vestibule. Et c'est la mobilité. C'est grâce à la mobilité de cette articulation qu'il va y avoir la transmission des ondes sonores. Donc ça, c'est pour la caisse du tympan avec les 4 parois. Regardez la caisse du tympan, regardez. La chambre ovale, l'étrier, le marteau et l'enclume. L'enclume et le marteau. Et ça, c'est la membrane tympanique. Donc ici, on a agrandi la caisse du tympan. Hein. Paroi supérieure, paroi inférieure, paroi externe et paroi interne. Et on voit très très bien, regardez. À l'intérieur, c'est une véritable boîte hein, avec 3 pièces osseuses. Et on voit les nerfs qui vont passer de part et d'autre. Hein. La membrane tympanique, la voilà. Regardez. C'est entre l'oreille externe et l'oreille moyenne. Hein, la voilà. La membrane tympanique, le conduit auditif, membrane tympanique et la caisse du tympan. Donc la chaîne ossellaire, regardez les 3 pièces osseuses qui s'articulent. D'accord? Il y a le marteau, il y a l'enclume, il y a l'étrier. 3 pièces osseuses. Elles sont très petites. Hein? La trompe d'Eustache, regardez, ça c'est l'oreille interne. Regardez la trompe d'Eustache. Elle communique l'oreille moyenne avec le pharynx. Regardez. Normalement, à l'état normal anatomique, elle est aplatie, elle est fermée. Regardez ici, la trompe d'Eustache. C'est pour cela que
les infections pharyngiennes peuvent provoquer des otites. Parce qu'il y a une communication anatomique entre l'oreille moyenne et le pharynx par l'intermédiaire de la trompe d'Eustache qui mesure 3 cm de longueur. D'accord? Regardez ici, tonsil palatine, l'amygdale, d'accord? Et le pharynx. Et on voit très très bien ici, donc l'oreille moyenne et l'oreille interne. Hein? L'oreille interne, regardez, il y a deux dispositifs. Il y a la cochlée qui s'occupe de la fonction cochléaire auditive et le vestibule avec ses canaux semi-circulaires. L'oreille interne, les canaux, 3 canaux semi-circulaires et la cochlée. Ça, c'est le nerf cochléaire et ça, c'est le nerf vestibulaire. Et les deux, ils vont donner le nerf 8, huitième paire des nerfs crâniens. Donc, l'oreille interne, elle est composée du vestibule, de la cochlée et du nerf auditif. Donc, l'oreille interne de forme complexe et agrandie. Donc, là, voilà ici, regardez. Le canal antérieur, canal postérieur et le canal latéral. Et vous savez, les canaux sont pas responsables de l'équilibrage. Donc, tout ça, c'est le vestibule. Et ça, c'est la cochlée. Regardez la cochlée à l'intérieur, les rampes vestibulaires, le canal cochléaire, l'unité fonctionnelle, l'organe de Corti. Donc, c'est à ce niveau, il va y avoir la transformation des ondes sonores en médiateurs chimiques qui vont être interprétés par le nerf cochléaire vers les centres nerveux. Donc, toujours le labyrinthe membraneux, donc avec la cochlée et le vestibule. C'est l'oreille interne. C'est ça l'oreille interne. La systématisation de l'oreille, regardez, la captation des ondes sonores. Donc, l'oreille externe, qu'est-ce qu'elle fait? C'est la captation. Elle capte. Puis, elle va transmettre à l'oreille moyenne. L'oreille moyenne, qu'est-ce qu'elle va faire? La membrane tympanique, elle sera irritée par les ondes sonores. Elle va mobiliser la chaîne osséaire. Et la chaîne osséaire va transporter les ondes sonores vers le vestibule et la cochlée. Et c'est à ce niveau, il va y avoir la transformation des ondes sonores. Ça veut dire que l'oreille moyenne et l'oreille externe, ils vont transporter les ondes sonores. Rien que le transport. Et c'est l'oreille interne qui va s'occuper de la transformation des ondes sonores en médiateurs chimiques, véhiculées vers le nerf vestibulo-cochléaire, vers quoi? Vers les centres auditifs. À bientôt. Allah yasahel. Merci.